Donc, bonjour à tous. Je suis Lucas Malek, chargé de la coordination, de l'animation et de la valorisation des résultats défis pour les cultures spécialisées, dont les cultures légumières, tropicales et l'horticulture. Je suis donc heureux de vous accueillir pour cet épisode de la seconde saison des webinaires du réseau Défi Ferme qui présente les travaux et résultats du réseau Défi. Avant de commencer, je voulais prendre un instant, comme je vous l'ai dit, pour rappeler ce qu'est le réseau Défi, notamment pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Le réseau Défi est un réseau multipartenarial financé dans le cadre du plan Ecofito pour réaliser deux principales missions. La première, accompagner les agriculteurs et agricultrices dans leur démarche de réduction des produits phytosanitaires et de changement de pratiques de manière plus générale. Et ensuite, il vise également à produire des connaissances et références appropriables sur les pratiques et systèmes de production à bas niveau d'intrants, et bas niveau d'utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, ces connaissances et références se construisent à la fois sur des essais de terrain et des retours d'expérience et sur la collecte de données techniques des systèmes de culture. Le réseau ferme est actuellement, constitué de 2 000 agriculteurs et agricultrices volontaires engagés à travailler des pratiques agricoles avec l'objectif de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Le réseau, c'est aussi le dispositif XP, avec le lancement en 2025 d'une nouvelle vague de projets d'expérimentation qui visent à tester et évaluer des systèmes de culture innovants utilisant les produits phytosanitaires en ultime recours. Le réseau est présent sur tout le territoire métropolitain et ultramarin et il couvre l'ensemble des filières de production végétale et rassemble les principaux acteurs de la recherche et développement en agriculture. Pour les citer rapidement, il y a le réseau des chambres d'agriculture, le réseau CIVAM, le réseau bio, les instituts techniques et les organismes de recherche tels que INRAE et CIRAD. Pour plus de détails, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le réseau défi sur notre page, dont on vous met le lien dans le chat et en description tout de suite. Vous pourrez également retrouver sur Ecofit Topic toutes les productions du réseau, dont la synthèse rédigée à l'occasion des 10 ans, qui démontrait la possibilité de réduire fortement l'usage des produits phytosanitaires à l'échelle de la France. Dans cette série de webinaires, nous revenons sur les résultats de terrain qui permettent de soutenir chaque jour cette démonstration. Du coup, nous venons de mettre dans le chat la synthèse des fermes des 10 ans de résultats. Avant de laisser place aux intervenants, j'aimerais faire un petit point logistique. Donc vous pouvez vous poser vos questions durant toute la durée du webinaire dans l'onglet Q&R qui se trouve en haut au milieu de, votre fenêtre Teams et les intervenants prendront le temps d'y répondre après leur présentation. Nous vous rappelons que ce webinaire est enregistré et il sera rediffusé. Vous trouverez les liens du chat, les liens de la vidéo dans le chat, et tous les liens qu'on vous a transmis dans la description de la vidéo. Donc maintenant place au webinaire du jour. Donc aujourd'hui, nous accueillons Jean-Christophe Legendre, ingénieur réseau à Astredor, qui va nous parler de l'animation de groupe et de la place du conseiller, et Florian Bailly-Maître, qui est ingénieur réseau à la Chambre d'agriculture du Jura, qui nous fera un témoignage sur un voyage d'études qu'il organise chaque année avec son groupe. Nous allons commencer cette présentation par Jean-Christophe, qui est ingénieur, comme je l'ai dit, à Astredor Sud-Ouest. Jean-Christophe, tu animes un groupe de 11 pépiniéristes, et parmi leurs nombreux sujets de travail, on peut citer la lutte par intégration d'auxiliaires et la promotion de l'observation, la mise en commun de pratiques pour créer des règles de décision à l'échelle du groupe, et tu travailles aussi spécifiquement sur le paillage et les couverts végétaux. Vous pouvez trouver tous les travaux de groupe de Jean-Christophe sur sa page groupe que nous mettons à l'instant dans le chat. Et maintenant, Jean-Christophe, je te laisse la main pour ta présentation. Bien. Merci Lucas, bonjour tout le monde. Alors je vais vous faire, ça va changer un peu d'habitude, parce que d'habitude les webinaires sont plus techniques, mais cette fois-ci ça va être plus sur une vue un peu plus globale sur le métier de conseiller, et puis
sur, sur son rôle. Alors, la question, c'est d'où vient-on, où va-t-on, quelles sont les différentes approches du métier? Voilà, j'ai voulu faire ce webinaire en collaboration avec des firmes parce que généralement, on fait peu de webinaires, il y a peu de travaux sur le travail de conseiller en tant que tel, et c'est important de savoir ce que l'on fait et quelles sont les différentes approches que l'on peut avoir par rapport à un groupe que l'on anime. Alors cette présentation, ce sera une présentation personnelle hein, par rapport à mon vécu. Je me suis toujours demandé, quand je faisais mon métier de conseiller, si je le faisais bien, si je pouvais l'améliorer, qu'est-ce qu'il me manquait. Donc toutes ces expériences, voilà, je me posais constamment les questions, je me les pose toujours d'ailleurs, et ça me permet de faire un peu un travail là, de restitution sur ce que chacun d'entre nous, nous faisons sur le terrain. Alors, je vous encourage même à vous inscrire à ce type de webinaire parce que c'est important de verbaliser les actions que l'on met sur le terrain parce que ça permet aussi de voir un peu, de connaître un peu ses limites et de voir comment on peut les améliorer. Alors là, vous avez des belles photos des pépinières où je vais tous les jours. En ce moment, c'est magnifique. Alors, on vient d'où et où va-t-on? Alors, je vous ai mis un peu un magnifique oignon. Voilà, donc le conseiller, il faut qu'il acquiert de l'expérience. Généralement, moi, je vois mes collègues conseillers, conseillères qui sont ici à la station, sont plutôt jeunes, ils sortent d'école et généralement, quand on aborde, le métier de conseiller, on est parfois un peu dépourvu au début et je vous ai représenté là l'oignon avec les différentes couches et au fur et à mesure de l'expérience, de l'âge, on apprend et on réagit différemment par rapport aux différentes situations. Généralement, au tout début, quand on sort de l'école, quand on a un parcours, on appelle ça l'éthos personnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a en soi, qu'est-ce qu'on a appris, d'où on vient, son milieu social, etc. C'est tout un ensemble. On est plutôt dans le prescriptif, c'est-à-dire que on a une situation que l'on constate et on cherche tout de suite à régler le problème et on cherche les outils pour le régler, que ce soit des méthodes, des produits ou pas de produits, c'est encore mieux. Et petit à petit, on a une action, une interaction avec le producteur, avec les fournisseurs aussi, avec d'autres structures de conseil, avec des instituts techniques, et on réagit au fur et à mesure. Voilà, on passe petit à petit, avec l'expérience, on passe plutôt du prescriptif au conseil, c'est-à-dire qu'on a commencé à avoir une anticipation des besoins par rapport aux professionnels, et puis ensuite, comment réagir au mieux par rapport à une situation. Donc, petit à petit, on passe à une situation de conseil, on est plus, on a une formation plus assise, on a des expériences et on s'améliore dans son quotidien. Ensuite, on passe, ce qu'on demande beaucoup à l'ingénieur réseau des FIFIA, c'est de faire du conseil, mais aussi de l'animation de groupe. Et l'animation de groupe, là, par contre, on rentre plus dans l'humain et dans le contact avec l'humain strict, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à gérer un groupe, à gérer des situations personnelles. Et ça demande encore un peu plus d'expérience. Ce qu'on met surtout souvent en avant, c'est la bienveillance, la vertu, c'est-à-dire on essaye de faire au mieux sans mettre en difficulté l'autre. Et ensuite le bon sens. Alors, on parle souvent du bon sens paysan, mais là pour le coup, c'est l'ingénieur réseau, l'ingénieur conseil qui prévoit, qui a le bon sens et qui a le bon sens pour tout le monde. Et ensuite, on arrive, à une position où on fait du conseil, d'animation, mais aussi un facilitateur, c'est-à-dire qu'on va, travailler sur les interactions entre son groupe, dans le groupe, mais aussi avec tout ce qui gravite autour du groupe. Ça peut être les institutions, ça peut être, les chambres régionales d'agriculture, ça peut être, un tas de structures et on va anticiper les problèmes et amener le groupe vers des objectifs que l'on définit ensemble. Voilà, donc on passe plutôt d'une position de junior, on va dire, vers une position de senior et on passe d'un couteau, là, ce que j'ai mis un simple opinel, à un couteau suisse avec plein d'outils. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe au début. Et tout ça se fait dans la notion de groupe, c'est-à-dire que cette légitimité-là que l'on peut avoir au niveau d'un conseiller, au niveau technique, comportemental, il faut pouvoir s'appuyer sur un collectif de conseillers, sinon c'est beaucoup de difficultés.
Donc, ne pas hésiter, il ne faut pas être seul surtout. Alors, dans le travail du conseiller, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et ce que l'on voit souvent, c'est une toute petite part, mais dessous, il y a beaucoup, beaucoup de travaux et on ne s'imagine pas forcément, lorsque le producteur est en face de vous, ce qu'on a pu faire avant pour arriver à des solutions ou arriver à une orientation vers des objectifs. Voilà, donc ce que l'on voit souvent, c'est le travail prescrit, c'est-à-dire les tâches, des procédures, des objectifs, de nouvelles habitudes, rentrer les données dans un grossiste aussi, par exemple. Et ensuite, vous avez toute la part que l'on ne voit pas, c'est-à-dire le travail réel au sens où c'est chercher des solutions, avoir d'autres connaissances, pouvoir gérer des situations difficiles, à faire appel à d'autres collègues ou d'autres structures pour gérer certains problèmes où on n'arrive pas, avancer dans ces travaux. Tout ça, c'est la partie vraiment heu, immergée de l'iceberg et ça demande petit à petit de l'expérience. C'est-à-dire qu'on va acquérir, comme c'était tout à fait juste avant la diapo avant, donc on essaye d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir progresser vers l'objectif que l'on se fixe soi, mais aussi que l'on fixe au groupe. Alors, dans le travail du conseiller, il y a beaucoup d'informations. Donc il y a des informations descendantes, c'est-à-dire ce que l'on va fournir au producteur. C'est-à-dire qu'on accompagne les changements, on essaye de vulgariser les infos que l'on a pour transmettre des informations importantes. Donc ça peut être, par exemple, sur le passeport phyto, le HVE, la gestion des déchets, tout le programme Éco-Phyto, donc avec la réduction des IFT chimiques. Tout ça, ça demande beaucoup d'acquérir un peu d'expérience dans les outils de management, mais aussi d'interaction avec les producteurs. Il faut absolument pas prendre une posture de flicage parce que ça ne marchera pas du tout. Il faut prendre une posture d'accompagnement, de facilitateur. Et à chaque fois que apparaît un nouveau problème, il faut essayer de trouver un argument, un outil qui peut amener une valeur ajoutée sur ce que l'on donne comme information. Alors, c'est pas toujours évident, mais c'est ce à quoi on cherche à faire. Alors, il faut être à l'écoute des préoccupations, faire attention parfois à ce que l'on dit. Dans un groupe, on a plusieurs personnes, différentes expériences, des problèmes personnels aussi parfois chez les producteurs. Donc il faut bien distinguer, discerner ce qu'on doit dire et ce que l'on peut dire, c'est important et à chaque fois essayer d'argumenter pour construire avec le groupe, un objectif. Et puis ensuite, vous avez les informations ascendantes, c'est-à-dire que souhaite le groupe et comment le conseiller peut les aborder. Donc ça, par contre, ça demande des outils pour pouvoir remonter des informations. Donc soit c'est le contact direct avec le producteur, que l'on voit régulièrement, soit c'est les bilans de fin de campagne aussi, où l'on fait un point. Ça peut être aussi des techniques. Là, je vous ai mis un exemple de ce que je fais moi avec le groupe, c'est-à-dire par exemple, là, c'est avec un outil WooClap, donc avec des QR codes. Donc leur demander simplement quels sont les thèmes que vous souhaiterez aborder pour l'année et qu'est-ce qui est important, en ayant toujours en arrière-pensée, le groupe et les objectifs du groupe. Donc voilà, donc par exemple, là, vous voyez, ils étaient très intéressés par tout ce qui est biostimulant, préparation naturelle peu préoccupante, les purins et cetera. La PBI qui reste toujours un sujet important. Mais aussi, vous avez stratégie de protection sanitaire des produits, et appareils. Donc il faut pouvoir, faire la part des choses entre des produits naturels, des produits chimiques et cetera. Et vous avez aussi à gauche sur le tableau un autre exemple de remontée, donc avec quels sont vos bioagresseurs qui sont les plus problématiques, donc avec des remontées d'informations. C'est important parce que ça permet d'alimenter la discussion et l'animation de groupe. Et ensuite, on réfléchit ensemble à des solutions. Donc ça, c'est tout ce qui est formation descendante et ascendante. Et après, dans l'approche du métier en tant que tel, donc vous avez ce que je disais au tout début, le conseiller, il ne pourra bien s'épanouir, on va dire, qu'avec une équipe qui a une bonne gestion collective et cognitive. C'est-à-dire que vous devez absolument avoir quelqu'un sur qui compter. C'est encore mieux que lorsque vous débutez en tant que conseiller, d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un de plus âgé, qui a plus d'expérience. Ça, c'est très important.
Donc ensuite, tout ce qui est ressources techniques et humaines et expérience terrain, ça c'est à vous de l'acquérir. Vous pouvez demander conseil, mais il faut y aller. C'est une expertise que vous allez acquérir au fur et à mesure. Et ensuite, il y a tout un positionnement du conseiller, une posture, une légitimité professionnelle. Ça qui est dû à, quand on vous pose une question au niveau des producteurs, c'est vous pouvoir répondre correctement en tenant compte de tous les facteurs qui sont dans la sphère du producteur. Son type de terrain, son matériel, sa situation économique, s'il y en a une qui est difficile, etc. Tout ça, c'est à prendre en compte. Il ne faut pas avoir qu'une vision vraiment très étroite, mais il faut avoir une vue très large par rapport à tout ça. Et ensuite, vous aider d'outils qui sont mis à disposition. Donc, vous avez la page Ecofito qui recèle plein d'outils, mais vous avez aussi des fiches techniques qui peuvent être faites par différents instituts, des fiches de transfert, des essais de recherche et développement, etc., qu'il faut tenir compte. Et puis ensuite, vous avez aussi d'autres manières de travailler avec d'autres approches, qui est, par exemple, faire de la formation, la rédaction de BSV, des interventions d'expertise. Voilà, tout ça, ce sont des choses que l'on fait souvent en plus. Alors là, je vous ai mis un petit tableau avec les différentes missions des conseillers. Donc ça, c'est bon, c'est un document Astrodor, c'est-à-dire c'est les rôles que l'on a, nous, en tant que conseillers. Donc on est ingénieur réseau défi ferme, mais à côté de ça, on fait plein d'autres choses avec souvent, selon les interventions que l'on fait, plutôt un aspect humain ou plutôt un aspect technique. Et vous voyez que bon, quand on fait un peu le classement, l'aspect humain est très très important. Ça reste quelque chose d'important. Le conseiller, il ne faut pas le dissocier de l'humain. C'est im- c'est impensable. Il faut toujours avoir en tête ça. Et ce que l'on met en place, tout ça, il faut pouvoir s'adapter à l'instant T et sur moyen terme au producteur ou au groupe que l'on a. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle en termes de tout ce qui est lié à la formation, ce qu'on appelle l'élasticité paradigmatique. Donc c'est-à-dire c'est capable d'intégrer rapidement une nouvelle donne et s'adapter pour progresser ensemble avec son interlocuteur. Donc ça demande tous les jours, tout le temps, à se poser la question, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire, qu'est-ce qui est le mieux pour lui, pour moi, etc. Il faut toujours réfléchir à tout ça. Donc vous avez un certain nombre de choses. Le métier est large, hein. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Ensuite, par rapport à la posture du conseiller, hem, il faut essayer au tout début, quand on est jeune conseiller, c'est faire un tour du propriétaire. C'est-à-dire que vous arrivez dans une entreprise, une exploitation agricole, c'est faire le tour du propriétaire, essayer de voir, comment ça fonctionne, quelles sont les forces, les faiblesses, et cetera. Discuter avec le producteur. Et souvent je dis, c'est que le meilleur moyen d'écouter, bah, c'est de se taire. Il ne faut pas chercher mais il faut avoir une écoute active. C'est-à-dire prendre la hauteur, avoir une approche globale, de l'entreprise et du groupe, un objectif commun. Cet objectif, il pourra décliner ensuite pour chacun, mais il faut un objectif commun. Il faut personnaliser les parcours de chaque producteur, se centrer sur son développement professionnel. Et puis ensuite, ne pas hésiter à être direct sur les tenants et les aboutissants. Il faut parler vrai, c'est-à-dire il ne faut pas chercher à cacher les choses. Il faut parler vrai, il faut dire ce qui est, il faut dire les choses, mais il faut rester absolument factuel. Alors, vous me direz que quand les références sont peu établies, comment on peut faire? Ben, il faut repenser, de façon systémique les manières de cultiver, les performances, et cetera. Il faut remettre, sur le tapis les différentes questions. Voilà, donc il faut passer d'une logique plutôt cartésienne qui est liée souvent à l'éducation que l'on a en école d'ingénieur à plutôt une logique systémique où on associe l'ensemble des éléments dans l'entreprise. Il faut être très, très à l'écoute des préoccupations. Alors ensuite, par rapport aux connaissances, ça c'est à vous de les acquérir par différents moyens et il faut pouvoir les transmettre et les transmettre au bon moment et quand il faut. Donc souvent, on dit que le savoir est versé dans un esprit qui le retient, mais il faut pouvoir les restituer, quand il faut, au moment où il faut et c'est à travers ça aussi que le producteur, il aura confiance et qu'il dira: «Bon voilà, j'ai un problème», il a vu un peu la solution et il m'apporte quelque chose, donc là c'est bien, ça me rassure, je suis en confiance et cetera. Donc tout ça, ça se travaille, ça se construit et il faut se faire aider. Voilà.
Donc, il faut être dans une position de dire des références, de transmettre des connaissances, mais d'un autre côté, il faut aussi faire attention à ce que l'on dit, il ne faut pas non plus être dogmatique. Euh, Ensuite, par rapport à ces connaissances et à l'animation, il faut accompagner ces producteurs, donc leur donner une direction, alors, individuelle qui est autour d'un objectif commun. Voilà. Il y aura ensuite, quand vous avez une direction avec un producteur, vous avez une relation de dépendance et d'autonomie, c'est-à-dire qu'il va vous faire appel à vous pour certaines situations, même si parfois elles sont en dehors de tout objectif qui avait été défini au départ, mais la confiance fait qu'il va poser d'autres questions. Il faut orienter le travail du groupe aussi. Donc, il y a un rapport individuel avec les personnes, mais il faut aussi, il y a un rapport euh, commun et une uniformisation de l'objectif. Et ensuite, il faut soutenir les producteurs, les participants, voilà, soit au téléphone, soit sur le terrain. Il faut régulièrement prendre des nouvelles, c'est très important. Alors, les limites du conseiller, parce qu'il y en a quand même, hein, c'est que voilà, le conseiller dispose de savoir, de connaissances, d'expérience, mais ce n'est pas forcément évident de tout savoir, de tout connaître. Donc, il faut se faire aider. Parfois, il faut se former aussi, il ne faut pas oublier de se former. Il faut reconfigurer parfois ses connaissances, pouvoir interagir correctement avec son producteur. Il faut argumenter. Il faut parfois prendre des décisions pour lui, dans le sens où il va vous interroger pour vous demander, pour valider une idée. Et souvent, c'est important, le conseiller va valider une idée et ça va le faire avancer un peu plus vite, le producteur, ça c'est important. Voilà. Et ensuite, bah, les limites, c'est qu'il ne faut pas considérer que parce que je suis conseiller, j'ai une vision documentée, que ce que je fais est juste. Il faut toujours se remettre en cause. Parce que je suis dans cette position d'animer, j'ai une forme de maîtrise. Effectivement, on a une forme de maîtrise, mais il faut pouvoir savoir jusqu'où on peut aller. Il faut savoir s'arrêter aussi, parfois. Parce qu'on peut, pour les conseillers les plus expérimentés, avoir une formation, une forme un peu être dogmatique et ne pas pouvoir se remettre en cause. Et ça, il faut pas aller vers ça. Et puis, il faut faciliter l'échange, produire un contenu capitalisable, surtout dans le réseau défi, c'est-à-dire que ce que vous faites avec le producteur, il faut pouvoir le quantifier et puis le restituer ensuite à d'autres groupes, à d'autres personnes. Et puis, il faut réguler la production, c'est-à-dire que bah, parfois, il faut savoir recadrer les choses et ne pas s'écarter de l'objectif initial. Voilà. Donc, à travers voilà, mon expérience et puis un peu l'expérience de mes collègues aussi que je vois tous les jours, voilà, c'est un peu pour moi les rôles et les missions du conseiller dans le réseau défi, mais aussi en dehors du réseau défi. Voilà, je vous remercie et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Jean-Christophe pour ta présentation qui replace bien bah, le rôle d'animation et l'aspect humain central dans le rôle du conseiller. Et ben maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Donc, on a une petite dizaine de minutes. Pour rappel, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet QR qui se trouve en haut au milieu là, de votre fenêtre Teams. Et donc, du coup, Jean-Christophe, première question. Qu'est-ce que tu conseillerais comme première approche vis-à-vis d'un groupe lorsque tu commences une animation de groupe, quoi? Ce serait quoi la première approche? La première, enfin, moi, pour l'expérience que j'ai, c'est que la première animation de groupe que j'ai faite, je l'ai fait une fois que j'avais rencontré tous les producteurs chez eux, dans leur contexte, et que je connaissais un peu les tenants et les aboutissants de chaque producteur qui était dans le groupe. Sinon, c'est très compliqué. Ça permet, de connaître les entreprises, de savoir ce qu'ils font exactement, les limites de l'entreprise, et puis le caractère du producteur. Il y en a qui sont très expansifs, il y en a qui sont plus taiseux. Donc c'est important de pouvoir bien cerner les personnages pour qu'ensuite en réunion, on puisse dire, c'est toujours les mêmes qui parlent souvent, il y en a qui ne parlent pas mais qui ont des idées. Donc il faut pouvoir ensuite faire ressurgir toutes les idées pendant une animation. Donc bien connaître les gens, ça c'est très important. Sinon c'est compliqué.
et ensuite avoir un objectif ensemble pour pouvoir discuter autour. Voilà, ça Mmh. c'est la première approche, c'est ça. Donc bien connaître les gens, leur entreprise, et ensuite avoir un objectif autour duquel on va discuter ensemble. Qui est un objectif fédérateur, quoi. Ouais, c'est ça. Alors D'accord. généralement en ce moment c'était réduire les produits phytopharmaceutiques, mais c'est très large, hein. Donc selon les selon selon les entreprises, ça va être des insecticides, l'autre des herbicides, etc. Mais il faut essayer de trouver quand même un objectif commun. OK, parfait. Merci Jean-Christophe. Une autre question, donc parfois, les producteurs ne sont pas toujours disponibles pour se rassembler et peuvent parfois se détacher du collectif et donc est-ce que tu aurais un conseil pour réussir, à se rassembler physiquement, enfin voilà, à faire groupe, quoi? Alors, nous, on a ce problème, c'est la distance géographique. Moi, j'ai un groupe de 11 producteurs. Entre chaque producteur, le plus court chemin entre producteurs, c'est 1 heure et demie, et entre les plus éloignés, c'est presque 4 heures. Donc, toujours on organise les réunions chez chacun des producteurs, on tourne comme ça, tout le monde sait qu'il y en a un, il va se fader, 3 heures de route, mais la fois d'après, il aura qu'1 heure, et surtout important, prévoir longtemps à l'avance, donc au moins 3-4 mois à l'avance les réunions. Enfin, pour ma part, c'est ça parce que les régions sont grandes, et avoir un sujet fédérateur, ça, c'est très important. Un sujet fédérateur, un temps d'échange et un bon repas le midi, c'est Mmh. important. Non, Mmh. mais c'est important, c'est vrai, et ensuite une visite de l'entreprise. Voilà, ça c'est aussi important, et essayer dans l'entreprise, quand on fait les visites, l'après-midi notamment, c'est, de voir le sujet qu'on a traité le matin directement sur le terrain ensuite. Ça, c'est Oui, important. Ça permet concrétiser. des échanges. Les pros, ils se lâchent un peu parce qu'ils se disent: «Ouais, bah, pourquoi tu fais ça? C'est n'importe quoi. Moi, je ferais plutôt ça». Donc il y a des échanges qui viennent. Il faut toujours être là pour essayer de canaliser un peu tout ça parce que souvent, ça peut partir, à côté de la plaque, donc voilà, toujours ramener au sujet, voilà, être beaucoup dans l'écoute, et puis ne pas hésiter parfois quand il y a une personne, dire: «Bon, bah, non, non, mais là, tu exagères un peu», enfin bon, voilà, remettre un peu les choses en place, ouais. Du coup, j'ai une autre question. Hem, donc c'est je suis freelanceur. Comment est-ce que je do sur qui est non, c'est plutôt sur qui je dois m'appuyer pour être sûr que le conseiller qui nous est proposé est le meilleur pour une animation de groupe? Comment constituer un groupe ou un collectif représentatif d'un territoire? Et comment maintenir la dynamique du groupe? Donc là, il y a quand même plusieurs questions en une. Ouais. Alors j'ai pas trop compris par rapport aux financeurs, j'ai pas, Oui, j'ai pas compris non plus, sur l'aspect financeur, hem, mais, alors, peut-être pour c'est répondre, aux autres parties, ouais. hem, bon, déjà il faut un métier commun au sens, une production à peu près commune à mon avis. Donc moi, c'est pépinière, végétaux d'ornement. Voilà, je pense qu'on ne peut pas, c'est difficile de mélanger les choux et les carottes, voilà, sans faire de mauvais jeu de mots, parfois. Il faut un sujet, de production qui soit commun. Mais ensuite, cela n'empêche pas d'inviter, parce que nous, on le fait régulièrement. Bah, Lucas, le connaît bien parce qu'il il est notre référent, mais d'inviter d'autres structures, d'autres filières dans le groupe. Ça alimente aussi la discussion. Voilà, nous, on va parfois voir, de l'arbo, maraîchage, de la vigne aussi, et cetera. Donc, il ne faut pas hésiter à croiser les filières. C'est important parce qu'il y a les situations sont les mêmes, hein, les sujets sont souvent, très connexes. Ça, c'est important. Donc le groupe, ouais, bien choisir, la culture, ça, c'est important, et ensuite les producteurs. Alors soit vous passez par, nous, on a un syndicat des producteurs, des pépiniéristes, donc nous, on passe par là, on est passé par là, pour, demander, voir avec qui on pouvait travailler au mieux.
parce que voilà, il y en a qui sont plus moteurs que d'autres et il faut aller les chercher. Donc avoir dans un groupe de 11, moi je sais que j'ai trois quatre producteurs qui sont toujours à la pointe, voilà, avec plein d'idées, tout. Et puis les autres, voilà, écoutent leur père, écoutent un peu leurs conseillers aussi, voilà. Et puis ça permet de faire un groupe à peu près homogène, c'est-à-dire entre ceux qui ont des idées, ceux qui bousculent, ceux qui sont un peu néophytes, mais qui veulent apprendre, qui veulent progresser. Ça permet de faire un groupe qui est pas mal. Très bien, merci Jean-Christophe et peut-être une dernière question sur, les outils en fait de réunion, efficaces pour, passer de la simple idée, à la définition de l'objectif commun. Est-ce que toi, tu as des outils que tu Alors, utilises, j'ai précisément? peu d'outils. Alors, bon, vous avez vu, je vous ai présenté là, par rapport Mmh. aux collègues d'information le WooClap parce que c'est bien, parce que bon, il faut avoir un smartphone. Bon, des fois, il y en a qui n'en ont pas. Mais il faut un smartphone. Ça permet d'interagir tout de suite. Ça marche super bien. On voit les résultats en direct en projection. Donc ça, c'est super. Quand la projection, on voit qu'il y en a 4 sur 6 qui proposent ça. On dit, bon, qui a dit 4? Pourquoi tu as voté oui, non, pourquoi? Ça lance la discussion. C'est très important. Et puis aussi, moi, j'essaye de travailler sur... là, bientôt, on va travailler sur la mécanisation du paillage fluide en pleine terre avec des outils. Donc, on va travailler plus sur l'aspect chantier, donc préparation d'un chantier de paillage. Donc, ça va être, je vais faire en amont une collecte des différents itinéraires culturaux de chacun. Et en salle, on va travailler, alors beaucoup, moi je travaille pas mal avec des post-it, ou alors je fais des frises préétablies sur un tableau, et ensuite chacun vient positionner ses méthodes, ses opérations culturelles dessus voilà, et ensuite ça provoque la discussion. C'est-à-dire qu'il y en a un, il va dire, ouais, bah, moi je ferais plutôt une préparation à l'automne, moi c'est plutôt au printemps. Donc si on a un objectif commun, c'est quoi le mieux? Printemps, automne? Ah non, moi j'ai un climat qui est comme ça, moi j'ai un climat qui est plutôt comme ça, donc ça va pas. Donc on va garder une trame complète, unique sur tous les travaux, mais on va adapter à chaque entreprise la manière dont on va faire la mécanisation du paillage. Donc moi je travaille beaucoup alors, en direct, toujours en direct, soit face à un tableau en fait, tout simplement. J'ai pas forcément d'outils plus compliqués que ça. Voilà, à part bon, WooClap et d'autres choses, mais c'est pas la même chose pour travailler. C'est plus pour valider des décisions ou pour faire de la remontée d'informations. Mais autrement, en animation vraiment de groupe, bah voilà, c'est préparer en amont ce qui va se faire ensuite sur le terrain 1 an ou 2 ans plus tard, quoi. OK. Bah, merci beaucoup Jean-Christophe, pour tes réponses. Je vois qu'il y avait encore quelques questions, mais vous aurez les contacts des intervenants, notamment sur leur page Ecofitopic, donc n'hésitez pas à les recontacter après. Mais du coup, on va passer à la suite de ce webinaire. Donc Jean-Christophe, je t'invite à couper ta caméra Oui. et Florian à activer la tienne, et partager également ton contenu. J'ai une légère introduction de Florian. Florian, tu es, ingénieur réseau à la chambre d'agriculture du Jura et tu animes, ton groupe depuis l'origine du réseau Défi en 2011. 8 agriculteurs font partie du groupe depuis l'origine, 2 sont arrivés en 2016 et 2 en 2022. La thématique principale sur laquelle vous travaillez est la conservation et l'amélioration de la fertilité des sols. Vous retrouvez, et vous pouvez retrouver les, travaux du groupe de Florian sur la page web dédiée. Le lien est mis à l'instant dans le chat. Aujourd'hui, Florian, tu es là pour, nous parler non pas de résultats techniques de ton groupe, mais de ta méthode d'animation et plus particulièrement des voyages d'études que tu organises chaque année avec ton groupe. Bon, bah, du coup, Florian, je te laisse la main pour ta présentation. Bonjour à tous. Oui, comme l'a dit Lucas, c'est un groupe de 12 exploitations. Donc ces 12 exploitations représentent la diversité de la plaine du Jura, des petites exploitations jusqu'à de plutôt grandes exploitations, avec un peu plusieurs, enfin pour toutes les exploitations des cultures. Par contre, bon nombre d'exploitations sont en polyculture élevage, à l'image de ce qu'il y a dans la région, donc élevage allaitant, engraissement.
lait à compter, et on a même une exploitation avec une méthanisation. Voilà. Et donc, avec les agriculteurs de ce groupe, tous les ans, on fait un voyage d'études. Donc, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, voilà. Donc, sur ce groupe, voilà, j'ai juste mis en technique, il y aura juste ce graphique. Donc, c'est les évolutions des IFT moyens du groupe. Donc, on voit qu'entre 2011 et 2023, il y a eu une diminution globale de 48% de l'IFT. Et par rapport à l'IFT de référence régionale qui est tout à droite, la moyenne du groupe est inférieure de 53% à la référence régionale. Voilà. Et à noter qu'en vert, c'est les IFT herbicides et en jaune, les IFT hors herbicides. Alors, en hors herbicide, le boulot a plutôt bien été fait puisqu'on a divisé quasiment par 3 la valeur. On passe de 2,7 à 1 à peu près. Par contre, en herbicide, on baisse seulement d'une petite trentaine de pourcents, comme malheureusement dans beaucoup de réseaux. Ça s'explique entre autres par la thématique du groupe dont Lucas nous a parlé tout à l'heure, qui est la fertilité des sols. Pour la majorité des agriculteurs du groupe, la fertilité, la vie des sols passe certes par une réduction des phytos, une meilleure couverture du sol, culture associée, couverts végétaux, etc., mais aussi par une moindre perturbation. Du coup, le levier des herbages mécaniques a été très peu activé jusque-là. C'est en train de changer. Un bon nombre des exploitants commencent à y venir. Mais donc la fertilité des sols, c'est un peu le cœur des travaux, des problématiques des agriculteurs du groupe. C'est pour ça que le voyage d'études concerne cette thématique-là. Oh, pardon, il y en a une qui a sauté. Voilà, c'était celle-là, c'était juste le sommaire. Donc, présentation du groupe défi. Après, on va parler de la conférence TCS, donc qui parle beaucoup de vie des sols, les visites d'exploitation, et on verra dans le dernier point comment on met tout ça en place d'une manière pratico-pratique. Voilà. Euh, donc, cette conférence TCS, elle est organisée par Frédéric Thomas et Cécile Valigora, qui sont les chevilles ouvrières de la revue TCS. Je pense que beaucoup de personnes dans l'assistance connaissent. Donc, c'est une conférence qui se fait sur une journée avec tout un tas d'interventions. Des interventions qui peuvent être soit des témoignages d'agriculteurs, soit des retours d'expérience terrain, alors soit d'agriculteurs, ça peut être de COP, pourquoi pas, de conseillers de chambre aussi, ou d'autres organismes. Euh, et donc, oui, je l'ai dit, aussi des organismes de recherche type INRA. On verra juste après le programme d'une de ces journées pour voir un petit peu la diversité des thématiques abordées. Et donc, cette conférence, elle était à l'initiale réalisée à Vendôme, précisément au lycée agricole d'Arène, juste à côté de Vendôme. Puis, il y a eu des velléités de changement, c'est-à-dire de faire une année Vendôme, une année ailleurs en France pour que ça tourne un petit peu, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent beaucoup de routes, comme tu le disais tout à l'heure, Jean-Christophe. Donc il y a eu une fois Toulouse, il y a eu une fois Pau, et finalement ça s'est arrêté parce que ben, les fois où c'était délocalisé, il y avait plutôt une moindre affluence. Voilà. Euh, pour nous, ça avait presque un intérêt qu'il y a des changements de lieu. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc voilà, ça devait être le programme de 2023. Donc vous voyez, la première thématique, c'était Sébastien Minette, qui est IT d'ailleurs, qui venait nous parler du projet qui a été conduit en Aquitaine, le projet 3 cultures en 2 ans, donc qui rejoint une meilleure couverture des sols, etc. Après, il y a eu une autre intervention de 2 personnes de CEPOL qui parlaient de caméline, donc encore une fois en culture secondaire. Après, il y avait l'INRA, Lionel Aletto par exemple, qui parlait des effets de l'agroécologie sur l'eau et les milieux aquatiques. Après, il y avait un conseiller en agroéquipement qui venait nous parler de optimisation du matériel agricole, etc. Après, Nicolas Courtois, donc, qui était à l'époque à Agrigent, aujourd'hui, il a en privé une société de conseil qui nous faisait bénéficier de ces 15 années d'expérimentation très poussée sur les couverts végétaux. Après, Sylvain Hippolyte d'Agrodoc qui nous parlait de bilan énergétique. Voilà. Après, Antonio Pereira de la Chambre de Haute-Marne qui, lui, nous parlait de tout un tas d'expérimentations qu'il a pu faire. Fertilisation de blé associé à des légumineuses, etc. Et Adrien Huot, de CER, qui nous venait parler de son expérience
vécu lors d'un stage en Angleterre. Et donc, le dernier volet est toujours un peu une ouverture. C'est souvent des gens qui sont allés travailler ou qui ont une autre expérience dans des pays étrangers. Donc, on a vu des gens qui sont allés, de mémoire, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, etc. Voilà. Donc, vous voyez des thématiques relativement diversifiées, mais qui tournent quand même plus ou moins directement autour du sol. Voilà. Il peut y avoir des semenciers qui interviennent aussi. Cette année, il y avait une intervention de Sérience sur les couverts végétaux et plus particulièrement le semis à la volée avec des graines enrobées pour une meilleure balistique, etc. Voilà. Donc, toutes ces thématiques sont relativement diversifiées. Elles intéressent jusqu'à maintenant toujours les agriculteurs. Bon, il y en a toujours une qui intéresse moins les gens, ça c'est inéluctable sur 7-8 interventions. Voilà, il y a une année, Frédéric Thomas m'avait demandé d'aller présenter des travaux réalisés par le groupe. Donc, les agriculteurs étaient quelque part. Bon, il n'y en a pas un qui a voulu monter à la tribune pour présenter, mais ils étaient tous assez contents quand même qu'on parle de leurs travaux, etc. Voilà. Après, donc, cette visite, cette conférence, je vous l'ai dit, c'est à Vendôme. Depuis chez nous, depuis le Jura, c'est 4 heures de route au point de rencontre au péage de l'autoroute. Les plus loin ont une demi-heure de plus, ça fait 4h30. Du coup, la première année, parce que donc, oui, j'ai pas précisé, dès le début du groupe, on est allé à la réunion TCS. Voilà. Alors, pourquoi on y est allé? Parce qu'on a déjà travaillé antérieurement avec Frédéric Thomas, puis il nous avait invités. Donc, les premières fois, c'était un peu plus folklorique. Il n'y avait pas un amphithéâtre complet, il n'y avait pas le repas du midi organisé. C'était un peu plus rural, on va dire, mais c'était sympa aussi. Donc la première année qu'on y est allé, ben, on est parti, donc il faut être là-bas, vous voyez, début à 9h, accueil café à 8h30. Vous mettez 4 heures de route non-stop, on prévoit quand même une petite pause en cours de route. Ça fait un départ à peu près à 4h30 du matin, donc les gens se lèvent, qu'ils fassent la demi-heure de route, ça fait un départ, un lever plutôt avant 4h du matin. Donc le soir, tout le monde était content dans la voiture. Donc première année, il y avait que 4 agriculteurs seulement qui sont venus. Donc tout le monde était content le soir dans la voiture en rentrant, mais tout le monde a dit que ça fait quand même une grosse journée. Voilà, à réfléchir pour la suite. Deuxième année, première année, on est allé en minibus, on était plus de monde, mais on a fait pareil le voyage sur une journée. Et là, au retour, alors intérêt du minibus, on est tous ensemble, il y a beaucoup d'échanges. Comme le repas évoqué par Jean-Christophe tout à l'heure, le voyage en minibus, il est sympa aussi pour échanger. Donc, il était décidé que l'année d'après, on partirait la veille, voilà, pour mieux bénéficier de tout ce qu'on pouvait voir. Et de fil en aiguille, en réflexion, lors d'un tour de plaine, j'ai proposé, je dis, ben, quitte à partir une nuit, est-ce qu'on ne ferait pas, on jumelerait pas ça avec une visite d'exploitation? Bon, bah, tout le monde a été d'accord. Donc, le moment venu, bah, on a rempli le minibus sans problème et on a trouvé une visite d'exploitation. Alors, donc j'ai juste mis des photos de différentes visites qu'on a pu faire. Donc, comment on trouve les visites? Ben, on active un petit peu nos réseaux, donc le réseau chambre, le réseau défi aussi, et puis le réseau de connaissances de Frédéric Thomas. Puis quand on a balayé ces 3 réseaux, on a toujours largement de quoi faire en termes de visites. Par exemple, on allait voir des exploitations du réseau des filles en Dordogne, en Creuse, etc. Donc, je vous disais tout à l'heure que le fait que quand la réunion TCS se baladait quelque part, c'était plus simple pour nous parce que ben, on allait à un endroit différent. Du coup, on traversait d'autres régions, donc on trouvait plus facilement des visites différentes. Voilà. Donc voilà, je vous ai dit des fermes du réseau des filles. On allait voir aussi chez Jean Hameau dans le Gers. On allait visiter la ferme de Frédéric Thomas. Alors là, c'est sympa que ça change pas, par contre, parce qu'on y allait 2 fois à 8 ans d'intervalle. Donc on a bien vu certaines évolutions. On allait chez Christophe Piou aussi. Donc là aussi, on y allait 2 fois à 5 ans d'écart. Chez Olivier Janotin, chez Philippe Pastoureau, etc. Et il y a une fois aussi, on est allé visiter la société Ecomulch. Parce qu'il y a un agriculteur qui était en contact avec eux pour acheter un semoir. Et donc, on allait visiter la société. Le propriétaire de la société a également une ferme. On y est allé. Et pas très loin, on est allé aussi chez Jean-Claude Renaudin, voir une de ses exploitations. Donc, voilà, c'est toujours des journées un petit peu chargées, mais très intéressantes.
Et donc, ce qu'on fait, c'est que, bon, on part toujours relativement tôt le matin, mais beaucoup moins qu'avant. On a rendez-vous avec l'agriculteur au restaurant, ce qui permet de faire un apéritif repas brise-glace avec l'agriculteur chez lequel on va en visite l'après-midi. Une première prise de contact. Et puis après, ben, on va sur le terrain. Généralement, on commence dans les parcelles parce que cette visite est toujours en fin d'année, début, mi-décembre. Et donc, on commence toujours dans les parcelles. Et si on est pris par la nuit, ben, on finit par la cause incontournable, la cause matérielle. Voilà. Alors, à noter qu'auparavant, la journée était toujours le vendredi. Du coup, on faisait la visite le jeudi et on faisait enfin, la visite d'exploitation le jeudi et la conférence le vendredi. Cette année, c'était le contraire. Donc, on a inversé les deux. Bon, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, si, quand même, c'est que le repas du soir entre les deux journées, donc là, je reviens, comme Jean-Christophe, sur l'importance du bon repas. Moi, j'ai une consigne des agriculteurs de groupe. Tu nous trouves un hôtel pas trop cher, mais on met un peu plus d'argent dans l'hôtel, dans le restaurant plus que dans l'hôtel pour passer vraiment une bonne soirée avec beaucoup d'échanges. Donc, quand on a la journée euh, TCS en premier et la visite le lendemain, on parle plus de la journée TCS que de la visite. D'habitude, on parle plus de la visite, mais au final, ça ne change pas grand-chose parce que ce qui n'est pas échangé au restaurant, c'est échangé dans le minibus au retour. Et un des gros avantages, malgré l'inconvénient des 4 heures de route, c'est que quand allez, après la deuxième heure de route, on a à peu près le programme de travaux, d'expérimentation à mettre en place pour l'année prochaine. Donc après, à moi de retourner voir les agriculteurs pour finaliser ce qu'ils veulent exactement essayer. Parce que pour l'instant, on n'est jamais revenu sans qu'il y en ait aucun qui dise, ben moi, tiens, on a vu ça, je voudrais bien essayer de mettre ça en place. Donc, voilà, c'est très bénéfique pour la vie de groupe parce qu'il y a le voyage, il y a le bon restaurant, et puis bah, il y a tous les échanges et toutes les choses nouvelles qu'on peut voir tous les ans. Alors après, d'un point de vue pratico-pratique, bon, il y a une information des agriculteurs du groupe sur la date de la visite. Donc je leur demande de s'inscrire. On choisit là où les exploitations à visiter. Alors parfois les agriculteurs ont une thématique qu'ils veulent aborder pour la visite d'exploitation ou ils connaissent une exploitation, donc bah, on fait comme ça. Sinon, bah, on se débrouille avec nos réseaux pour trouver des visites. On n'a jamais eu de mal à trouver des visites intéressantes et on n'est jamais reparti déçu d'une visite. Après, il y a la réservation de la journée TCS. Alors réservation, ça paraît anecdotique juste de réserver. Quand on travaille en chambre, c'est pas toujours simple avec la compta. Au début, c'était simple, il fallait avoir une facture, la chambre régrait après. Heureusement que je connais bien Frédéric et Cécile, parce que parfois, c'était compliqué que les délais de paiement des factures. Après, ils sont passés en paiement carte. À l'époque, nous, à la chambre, il n'y avait pas de carte, donc il a fallu que ce soit moi qui avance l'argent. Bon, j'étais remboursé très rapidement. Après, la chambre avait une carte, du coup, elle pouvait payer. Voilà, c'est des détails, mais faut l'anticiper, il ne faut pas le faire la veille. Réservation du minibus, ben là, ça roule maintenant. On a un petit garage pas loin du bureau qui nous fait des tarifs très, très attractifs. Du coup, bah, ça roule, un coup de fil, ils envoient le devis, on valide le devis, puis c'est parti. Puis après, donc, réservation de l'hôtel. Euh, donc ça, c'est facile aussi avec Internet aujourd'hui. Et à noter que la journée TCS, la location du minibus, je peux tout prendre sur l'enveloppe défi. Voilà. Le reste, c'est à la charge des agriculteurs. Voilà, en gros, ce que j'ai à vous dire sur le voyage d'études. Super, Oui. merci beaucoup Florian pour ta présentation qui était très claire. Du coup, donc il nous reste une petite dizaine de minutes encore pour faire un temps de questions et réponses. Du coup, je vous rappelle que vous avez l'onglet QR pour poser vos questions, donc n'hésitez pas. Et on va commencer tout de suite par les questions. Donc, pouvez-vous détailler le fonctionnement de l'inscription des agriculteurs? Est-ce que grâce à ça, ils annulent moins au dernier moment? Alors, l'inscription, en fait, on l'évoque lors des tours de plaine, par exemple. Et en fait, pour l'inscription, on a un groupe WhatsApp avec les agriculteurs du réseau. Donc, j'envoie un message en disant, ben voilà, la date, ce sera telle date. Donc, je leur demande de s'inscrire. Alors,
Au-delà de ça, aujourd'hui, les habitués, donc vous avez vu, ils sont 12 dans le groupe. Un minibus, c'est 9 places. Avec moi, bon, ben, il n'y en a plus que 8. Mais enfin, la question, ça n'a jamais été, c'est jamais posé d'en prendre un deuxième parce qu'entre les obligations des uns des autres, on n'a jamais pu faire complet à 12. Donc, c'est gravé. C'est même eux qui me demandent est-ce que tu as la date qu'on réserve? Donc, ça fait partie de la, de la tradition, c'est le pèlerinage traditionnel de tous les ans. Donc pour ça, j'ai très peu d'annulations au dernier moment, effectivement. Ouais, je ne sais pas si c'est le système de passer par WhatsApp qui fait ça, mais j'ai l'impression que ça leur plaît tellement qu'ils ne veulent pas rater. Donc non, très peu d'annulations au dernier moment. Voilà. Parfait, merci Florian. Une autre question, est-ce que les agriculteurs de ton groupe ont souhaité, de mettre en place des essais chez eux dès le début de leur engagement défi? Ou est-ce que cette pratique de l'expérimentation, elle s'est développée progressivement dans ton groupe? Et si oui, comment elle s'est développée? Ben, la réponse, c'est un petit peu les deux. Ça dépend de la personnalité des agriculteurs. Dès le début, certains ont souhaité mettre des choses en place. Alors parfois, la chose en place, c'était anecdotique. Je vais dire, ben, par exemple, sur un aller-retour de ce mois, j'ai décalé ma date de semis de blé de 15 jours. Voilà. Euh, Chez d'autres, on a mis des vrais essais en place. Alors des vrais essais, pas au sens micro-parcelles et compagnie, mais c'est des bandes complètes pulvées. Euh, donc certains ont démarré vite parce qu'ils avaient envie d'essayer plein de choses, et puis d'autres ont mis un petit peu plus de temps à vouloir tenter des choses. Mais globalement, tout le monde joue à peu près le jeu, ils ont à peu près tous envie d'essayer au moins un truc par an. Et donc, je le disais, il y a beaucoup d'idées qui viennent des visites qu'on a pu voir, des visites d'exploitation ou lors de la journée TCS, des interventions sur différents domaines, quoi. D'accord. Merci Florian. Une autre question, est-ce que, vu que c'est toujours le même voyage, est-ce que, tu as eu des plaintes ou que c'était un peu redondant, ces voyages-là ou pas du tout? Eh ben non, pas du tout. Comme je l'ai dit, les agriculteurs, ils sont demandeurs. Mmh, C'est pas redondant dans le sens où bah, la journée TCS, c'est on voit quasiment jamais deux fois les mêmes intervenants. Et comme je vous l'ai brossé tout à l'heure, il y a des thématiques très diversifiées qui vont aussi bien du témoignage agriculteur euh, qu'à des résultats de travaux, d'études, de recherche de l'INRA. Donc non, pour l'instant, non, j'ai pas eu de retour. Au contraire, ce que je dis, ils me disent, bah, dès que tu as la date, tu nous donnes, comme ça on bloque dans le planning. Certains sont éleveurs, donc ils ont besoin du service de remplacement. Non, pour l'instant, non. Je pense que c'est dû à la diversité des thématiques abordées. Et puis, bah, avec les fermes qu'on va voir, on essaye de tourner. Voilà, sauf cas exceptionnel, on va vraiment voir deux fois la même, quoi. Ou alors on met un paquet d'écart entre les deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour voir un peu l'évolution des pratiques, des sols, etc. OK. Et d'ailleurs, est-ce que c'est les visites, c'est tout le temps, GCPE, enfin interfilières intrafilières pardon? Est-ce que tu as déjà organisé des visites, intrafilières, enfin, je sais pas, visiter, de l'arboriculture, enfin une autre filière, ou pas? Bah, pas dans ce cadre-là, non. D'accord, On a vu cette année, pour le coup, une exploitation bah, chez Christophe Piot, pour ne pas le nommer. On était allé donc il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on avait vu une exploite céréalière avec une petite touche d'élevage. Et là, cette année, on a vu une exploitation d'élevage avec une toute petite touche de céréales. Donc on reste en d'accord. GCPE, mais aujourd'hui, ils étaient bluffés. Moi aussi, d'ailleurs, on avait vraiment vu en 5 ans un changement de production quasi intégral, quoi. Mais pour l'instant, non, on n'est pas allé voir d'autres filières, maraîchage ou autres dans ce cadre-là. OK. Et et une question aussi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'inviter des agriculteurs d'autres groupes ou, hors défi Alors, à une activité du groupe ou à ce voyage d'études? à ce voyage d'études? Bon, oui, oui, après oui, plus largement aussi. Ben alors, à ce voyage d'études, j'ai envie de dire que non, parce que généralement, le minibus est plein. D'accord, Voilà. S'il restait une place, bon, je pense qu'on pourrait emmener quelqu'un sans trop de soucis, mais généralement, le minibus est plein. Voilà. OK, Alors si, il y a une fois, il y en a un qui est venu, il n'était pas encore défi, mais c'était prévu qu'il rentre à la session d'après, et du coup il est venu avec quelques mois d'avance, on va dire, quoi. Voilà. Mais sinon, oui, on invite d'autres agriculteurs, on reçoit pas, enfin pas mal. On reçoit à plusieurs reprises, on a reçu d'autres groupes d'agriculteurs. d'accord.
donc sur une exploitation du réseau DEFI. Et quand on a des intervenants, ça arrive, des agriculteurs du groupe peuvent inviter un de leurs collègues, un de leurs voisins à participer, quoi. Voilà. Ça arrive. D'accord. C'est pas tout le temps, mais ça arrive. Par contre, quand on fait nos tours de plaine internes au groupe, là, généralement, ils aiment bien être entre eux, quoi. Voilà. OK. Mais sinon, on fait des visites d'exploitation. D'accord, parfait. Bah, merci Florian. Je vois qu'il y a plus de questions dans l'onglet QR. Donc, on va passer à la conclusion, et à la fin de ce webinaire. Donc je tenais quand même avant de vous dire au revoir à tous, vous remercier, d'avoir participé et pu participer à ce webinaire, et à cet épisode de la saison 2 des webinaires Défi Ferme. Nous espérons que le format et le contenu vous ont plu et que ce webinaire a répondu au maximum à vos questions. Mais si, vous avez encore des questions, vous retrouverez les contacts des 2 intervenants sur leur page et que nous vous avons, pardon, partagé dans le chat. Le prochain webinaire se tiendra le jeudi 24 avril. Il portera sur la qualité de l'eau, de la mise en place de solutions au partage d'expertise. Donc voilà, merci beaucoup et bon après-midi à vous. Au revoir.